Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va pour toi. Sache que en octobre 2022, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré des sorcières. Mais pas n'importe quelle sorcière. J'ai rencontré des sorcières youtubeuses et j'en ai fait un article. Voici un résumé de cet article mais en vidéo. Le titre de ce dernier est Détentrice de mon pouvoir. Alors fin octobre, début novembre, nous passons de la saison claire à la saison sombre. C'est en tout cas ce que m'expliquent les deux sorcières que j'ai rencontrées. J'ai rencontré Katie, qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Adastra, et j'ai rencontré Samantha, avec sa chaîne YouTube La Magie Ethnie Lazuli. Et moi, je m'appelle Sarah, je suis anthropologue et je suis membre de CAP, qui est un centre d'animation et de pédagogie. C'est en tant qu'anthropologue que j'ai approché finalement ces deux youtubeuses sorcières et que je leur ai proposé d'entrer en correspondance avec moi. Alors, pour ce qui est de Katie, Katie, elle se dit créatrice de magie en vidéo. Alors je me suis demandé, c'est une phrase qui m'a pas mal intriguée, et je me suis demandé c'est quoi finalement être une créatrice de magie en vidéo ? Et surtout, de quelle magie est-ce qu'on parle ? Est-ce que la magie existe ? Alors, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question, et chacun et chacune aura sa petite idée là-dessus, mais je vous en propose une ici. Une réponse qui sera sous forme d'une double hypothèse qui mixe à la fois des idées de pouvoir et d'éducation. Donc pour moi, cette magie en vidéo, c'est à la fois petit 1, la magie de l'éducation au pouvoir, et petit 2, la magie du pouvoir d'éduquer avec le digital. Pour la première partie de réponse, la sorcière éduque au pouvoir. Les sorcières existent. En tout cas, elles existent pour celles qui se sentent ou s'expriment elles-mêmes sorcières. Alors, pour réfléchir aux manières de percevoir, et même plus largement aux manières de se percevoir, je vous propose de faire un petit tour du côté de la même moi j'arrive pas à le dire, de la phénoménologie. Alors oui, le mot est assez sympa et un peu compliqué à dire visiblement, mais en fait la phénoménologie, pour reprendre les termes du philosophe Alfred Schutz, ça veut surtout dire que les réalités, elles sont multiples, et que le sens que quelqu'un va donner à une expérience, eh bien ce sens, il est réel pour la personne qui vit l'expérience. Alors je vous propose de revenir à nos sorcières, et même au mot sorcière, en gardant en tête ce terme de phénoménologie. Yes, j'ai réussi à le dire. Et alors, pour Kitty, il y a finalement autant de définitions de sorcière qu'il n'y a de sorcières. Mais elle me cite quand même 4 choses qui font qu'on est ou qu'on devient sorcière. La pratique, la responsabilité, l'émancipation, et enfin, ce qu'elle appelle le pouvoir créateur. Alors, ce pouvoir créateur, elle m'explique que c'est en fait avoir conscience qu'en soi et en son environnement, il y a une forme de pouvoir. Un pouvoir qui peut être manié et qui peut être dirigé finalement pour agir concrètement sur la réalité. J'ai en tête la phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais alors, est-ce qu'on est sorcière ou est-ce qu'on devient sorcière ? Eh bien, pour mes 2 rencontres, il y a un petit peu des deux, finalement. Elles m'expliquent qu'elles se sont toujours senties un petit peu différentes depuis qu'elles sont toutes petites, qu'elles se sont senties bizarres, pas normales, attirées par le subtil et par le merveilleux. Cependant, les 2 sont d'accord, tout le monde peut devenir sorcière. Mais alors, comment faire pour devenir sorcière ? La liste est longue, mais il y a apparemment certains savoirs et certains savoir-faire qui en tout cas se retrouvent chez nos 2 sorcières. Par exemple, connaître et utiliser les plantes, les fleurs, les arbres, les fruits. Et même si on peut faire sans, eh bien certaines choses, certains objets peuvent les aider à pratiquer la sorcellerie. Les bougies, les cristaux, les pierres, les chaudrons, l'encens, etc. Alors je leur ai un petit peu demandé comment ça fonctionne. Eh bien, elles m'ont parlé de visualisation, d'intention et d'émotion. Ce sont vraiment les 3 mots-clés qui se sont retrouvés dans leur discours. Ce qui va permettre d'avoir une action dans le monde, c'est l'émotion, me dit Katie. Selon elle, finalement, toute femme et toute sorcière peut donc apprendre à avoir du pouvoir.
Donc des pouvoirs, avoir du pouvoir, c'est avoir une emprise concrète, une action sur le cours des événements et sur sa réalité. Pour elle, pour Katie donc, si tu as du pouvoir sur ta réalité, eh bien de la magie fonctionne. Le pouvoir d'agir concrètement. C'est finalement en quelque sorte ce qu'enseignent les sorcières Katie et Samantha par le partage de vidéos sur YouTube. Enseigner, éduquer, de nouveau, comme pour la définition d'une sorcière, eh bien chacune et chacun va avoir sa propre idée sur la question. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de ma manière à moi de percevoir l'éducation. Ma manière de voir et de percevoir l'éducation, eh bien, elle se rapproche de celle de l'anthropologue Tim Ingold. Pour moi, en tout cas ce que l'éducation n'est pas, ce n'est pas une simple interaction. Ce n'est pas simplement transmettre un savoir qui serait en quelque sorte immobile et qui serait transmis de la bouche d'un professeur qui sait aux oreilles d'un élève qui ne saurait pas, ou presque pas. Je verrais plus l'éducation comme quelque chose, un moyen d'entrer en correspondance. Un moyen d'entrer en correspondance avec l'espoir que les personnes, les choses ou même les environnements s'ouvrent à nous et répondent à notre ouverture. C'est un partage d'expériences de vie, une sorte d'éducation par attention. Et rééquilibrage de perception, d'une certaine manière. Alors, que ce soit ou non l'envie des deux youtubeuses avec leur partage de vidéos, elles entrent en correspondance avec l'environnement YouTube, avec d'autres contenus, mais aussi avec les internautes qui y déambulent. Et du coup, en suivant en quelque sorte l'hypothèse de Tim Ingold sur les correspondances, eh bien, on peut, en tout cas je peux en déduire que Samantha et Katie, elles s'éduquent en regardant d'autres vidéos et en échangeant avec d'autres internautes, mais aussi elles y éduquent au pouvoir en partageant leurs propres vidéos et leur savoir et leur savoir-faire qui vont avec. Le digital et le pouvoir d'éduquer. Alors, plus tôt dans ma vie, j'ai écrit un mémoire sur la vulgarisation sur Internet. Alors, à la question « Quelle est cette magie en vidéo ?», eh bien, j'ai déjà une petite idée qui m'est propre, bien sûr, et selon ma propre expérience avec l'environnement digital. Et pour moi, eh bien, le fait de pouvoir éduquer avec le digital, c'est un petit peu comme un pouvoir magique en soi. La sorcière qui va éduquer au pouvoir, volontairement ou non d'ailleurs, le fait dans un environnement vraiment particulier. Cet environnement, c'est donc le digital. Rendre accessible l'éducation, c'est réellement quelque chose qui m'intéresse personnellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'essaye au partage de vidéos sur YouTube aujourd'hui avec vous. Mais alors, éduquer à quoi ? Eh bien, ça va être éduquer au contenu qui va être partagé, mais aussi aux vidéastes qui partagent. Donc tout va dépendre de ce contenu et du ou de la vidéaste qui partage un contenu. En fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que quand une youtubeuse ou un youtubeur partage plusieurs vidéos, eh bien ces vidéos, elles vont se transformer au fur et à mesure du temps qui passe. Des transformations selon les réactions, selon aussi la captation d'attention des internautes, ou encore selon d'autres vidéos. Finalement, les savoirs et les savoir-faire qui vont être partagés, ils vont se transformer selon tout l'environnement YouTube. Ces correspondances, elles sont magiques parce qu'elles éduquent. Elles éduquent de façon à se réapproprier le savoir et de façon à être le plus autonome possible, en tout cas selon Katie. Katie, elle va continuer en m'expliquant que le format vidéo et son partage, eh bien, il permet une éducation qui serait moins élitiste, qui serait plus large, gratuite, en tout cas pour l'instant, et sans compter évidemment l'influence des publicités, et complémentaire à des lectures et à la vie en dehors du digital. Avec une vidéo YouTube, on peut se comparer aux expériences de vie partagées et donc aussi se sentir finalement un petit peu moins seul dans certaines expériences de vie. Bon, par contre, tout n'est pas tout rose non plus. Et avec ma précédente étude, j'ai tout de même trouvé quelques limites à cette éducation avec YouTube. Première chose, YouTube, c'est une consumer media company, selon ses créateurs.
C'est un environnement qui n'a pas forcément une visée éducative, en tout cas initialement, mais plutôt une visée commerciale. Ensuite, les vidéos sur YouTube, eh bien, elles proposent du contenu audio et visuel, mais ça veut aussi dire donc que les autres sens ne sont pas mobilisés, et donc que les possibilités éducatives ont leurs limites. Et enfin, les internautes qui se déplacent sur YouTube, moi y compris d'ailleurs, on a toutes et tous des représentations d'éducation qui sont intériorisées et donc aussi qui hiérarchisent les savoirs et les savoir-faire. On entend souvent parler de fake news et on dit souvent que entre fake news et vidéos fiables et pertinentes, il n'y aurait qu'un clic. Sauf qu'en fait, je suis persuadée qu'il est aussi possible de voir ces vidéos un peu différemment et de voir ce qu'elles peuvent nous apporter autrement. Par exemple, de les voir comme des éducations d'expériences de vie différentes. On pourrait, par exemple, se placer toutes et tous un peu comme des anthropologues qui seraient empathiques, ouverts et à l'écoute des autres. Ce qui en est ressorti d'une discussion avec Katie, qui était particulièrement intéressante, c'est qu'il y a une forme d'urgence, une véritable urgence de formation scolaire autour justement de l'éducation avec le digital. Pourquoi pas des cours de sciences sociales et des cours de sciences politiques qui seraient plutôt dans les cursus, et pas uniquement en option, mais bien un vrai cours, pour apprendre quoi mettre justement sous les mots fiabilité ou sous les mots pertinence des sources, mais surtout pour savoir comment approcher et comment appréhender au mieux une vidéo sur YouTube. Car en fait, ces vidéos YouTube, elles auraient un véritable impact sur les quotidiens des internautes. Ce qui montre aussi qu'il y a donc une réelle éducation. Par exemple, Samantha me lit un message qu'elle a reçu d'une de ses internautes et qui dit « Coucou, je suis désolée de te déranger, je me lance enfin dans la pratique de la sorcellerie depuis quelques jours, même si c'est une passion depuis toute petite et tes vidéos me donnent finalement le courage, alors je voulais te remercier. » Regarder une vidéo ou lire un livre ne suffirait jamais pour devenir une sorcière, selon ces deux-là. Il faut multiplier les sources d'éducation pour ensuite pouvoir s'en détacher totalement et enfin créer sa propre pratique. Et c'est là que ça fonctionne. Mais en fait, c'est peut-être un petit peu le cas de toute éducation finalement. Aller voir la palette de possibilités et se créer ses propres réalités. En observant les pourcentages du public qui regarde leurs vidéos, eh bien Katie et Samantha, elles vont m'expliquer que plus de 90% sont des femmes. Alors même si leur contenu s'adresse à tout le monde et que ce n'est pas leur objectif initial, eh bien le partage de leur savoir et de leur savoir-faire de sorcière, il se fait plutôt entre femmes. En bousculant finalement les clichés et les stéréotypes des sorcières, elles vont aussi bousculer les rôles et les représentations de ces sorcières. Et d'ailleurs, selon plusieurs historiennes et historiens, les histoires de sorcières, elles sont intimement liées à celles des femmes dans un contexte historique d'anti-hérésie et de purification religieuse qui a duré donc pendant plusieurs siècles. Jules Michelet va par exemple écrire « Pour un sorcier, 10 000 sorcières ». L'éducation de représentation des femmes a mené évidemment à des discriminations et à des féminicides de masse. Parce que c'est ça, les chasses aux sorcières, ce sont des féminicides de masse finalement, pas uniquement des légendes. Et via, par exemple, des écrits comme Le roman de la rose en 1230 ou encore Le marteau des sorcières, Malleus Maleficarum, eh bien, il y a eu cette éducation de représentation des femmes impures et hérétiques. Éduquer finalement à de nouvelles représentations de sorcières, c'est donc aussi éduquer à de nouvelles représentations des femmes. Et le digital est un environnement qui, bien sûr, accompagné d'autres possibilités éducationnelles pour que cette éducation soit plus complète, mais le digital peut permettre aux femmes, qui se sentent ou non sorcières d'ailleurs, de correspondre, de s'éduquer et d'éduquer au pouvoir. Pouvoir magique, peut-être. Pouvoir libérateur et émancipateur, sûrement.
C'est la fin de la vidéo de l'article d'octobre Détentrice de mon pouvoir. Je vous propose d'aller checker dans la description pour aller voir le site de CAP, mais aussi, à la sauce YouTube, de vous abonner bien sûr. Si vous voulez lire l'article en entier et gratuitement, envoyez un message sur Messenger ou Insta, toujours en description. Et pour finir et pour le plaisir, je vous propose d'aller écouter l'album de Nina Simone de 65, I Put a Spell on You. Sincèrement merci et à la prochaine.